Prêt? Ah, du coup, enregistrement, tu t'arrives. Bah, tiens. Ah bah oui, c'est génial. Allez, on y va? Ouais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marine Azelard et Morito. Marine de la chaîne Tout va bien Marine. Bonjour Marine. Bonjour, Et Daniel. bonjour Morito. Bonjour à tous. Alors Marine, tu es déjà, comme je l'ai dit en intro, tu animes la chaîne Tout va bien Marine. Tu es thérapeute énergéticienne, thérapeute holistique. Tu es auteur et tu es également coach d'écriture. C'est bien ça? C'est ça, tout à fait. Ça fait... Alors, j'ai écrit 5 livres, dont... oups, je n'ai pas l'endroit. Dont l'avant-dernier qui est Comment écrire son autobiographie, que j'avais commencé à écrire vraiment voilà, pour quelqu'un qui voulait écrire son autobiographie. Et je me suis dit pourquoi ne pas partager au plus grand nombre parce que finalement, je crois que c'est assez pertinent. Et c'est vrai que ça m'a vraiment donné envie de partager de plus en plus ce côté écriture. J'avais pas mal de personnes autour de moi qui me disaient, Marine, j'ai envie d'écrire un livre, je sais pas comment faire. Et du coup, tout doucement est venu les ateliers d'écriture et puis alors ce que j'appelle le café des auteurs, qui est un moment vraiment court, 1 heure, tous les dimanches matins, de disponible. Alors, on fait tous les 15 jours en ce moment, mais voilà, c'est 1 heure de disponible où on va vraiment discuter, dire, voilà, mon projet, c'est d'écrire tel livre ou de faire un recueil de poèmes. J'en suis là, cette semaine, j'ai avancé, j'ai pas su avancer. Pourquoi? On débloque un peu, je motive. Et puis, on se donne des objectifs, ça j'adore les objectifs. Et, euh, et du coup, oui, j'adore animer ces choses-là et j'ai pour projet en septembre de peut-être faire aussi avec vraiment local ici sur l'île avec des enfants parce que j'ai des enfants autour de moi qui sont très intéressés par l'écriture. On dit toujours que les jeunes ne lisent plus, mais moi je vois que beaucoup de jeunes adorent la lecture et écrire. Donc c'est super. Hop. Et du coup, voilà, des projets, surtout dans l'écriture. C'est ce qui Alors, m'anime aujourd'hui. voilà, c'est ça. Et c'est aussi le sujet de cet échange aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour de l'écriture. Tu es coach d'écriture, donc on va synthétiser un petit peu l'interprétation. C'est pas évident d'accompagner les personnes dans l'écriture, dans l'approche aussi du mot, parce que le verbe, le mot, le mettre par écrit, c'est pas chose commune. On leur voit beaucoup, bien sûr, d'ateliers d'écriture. Mais en plus, toi, tu es auteur, donc tu as expérimenté déjà en amont le fait de transmettre par écrit ce qu'il y avait à l'intérieur de toi. C'est tout un cheminement aussi. Euh, Oui. Quand on parle d'accompagnement dans un atelier d'écriture ou dans un café d'écriture, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Quels sont peut-être ces ingrédients complémentaires que l'on peut trouver pour inviter chacun qui est de l'autre côté de l'écran à se dire, et si j'ai cette idée-là, pourquoi ne pas m'y mettre? Hmm. Qu'est-ce que tu pourrais Alors, apporter? alors déjà, à savoir que un Français sur 3 a un projet de livre dans sa tête, ou au fond d'un tiroir, ou quelque part. Donc, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes partagent. D'ailleurs, je pense que l'engouement pour les, les cahiers, comment on dit, les journaux intimes, voilà, ça part de là aussi, hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont cet attrait pour l'écriture. Et le fait d'écrire, des fois, voilà, des fois, je fais des ateliers d'écriture, je dis rien, je propose des sujets, et puis ça part dans une direction, je me dis, mince, je sais que ça aurait pu faire travailler la personne sur un domaine et elle choisit l'autre. Bon, et finalement, on arrive toujours à un moment où on se rend compte que ça fait quand même travailler. On arrive toujours à faire travailler la personne. Alors, c'est pas mon but premier, mais c'est vrai que des fois, quand on me partage une problématique, bon, j'aime bien essayer d'adapter en fonction du public. Voilà, s'il y a des enfants, si il y a vraiment une thématique plus
guérison, s'il y a une thématique, voilà, ça va être les vacances et les gens ont besoin de lâcher un peu prise. Et puis dans les cafés des auteurs, là où c'est vraiment un projet d'écriture sur le long terme et pas juste une session pour s'amuser, là par contre, euh, c'est vrai que souvent je dis aux personnes, vous savez, quand vous écrivez, vous allez forcément faire sortir des choses de vous, ça part de vous, ça vient pas de l'extérieur. Donc forcément, vous allez faire sortir des choses de vous, ça va travailler. Et la plupart des gens me disent, oh non, non, tu sais, moi c'est une fiction, ça n'a rien à voir. Et puis finalement, très vite, euh, ils me disent, c'est vrai, Marine, que en fait, il y a beaucoup de choses de moi, il y a beaucoup de choses qui viennent. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui venait d'acheter Le sang par le champ, mon troisième livre, qui parle plus de vampires. Alors, c'est un peu. J'ai plusieurs thèmes de prédilection. Mais, et elle me disait, dans les trois personnages, eh ben, j'arrive à trouver une facette de ta personnalité. Mais oui, c'est ça en fait. Quand on écrit forcément des choses qui viennent de nous et ça peut permettre de libérer. Mon tout premier livre, c'est Les gens, c'est pire que des personnes. C'est un livre sur quatre personnes qui ne devaient pas se rencontrer, qui habitent à peu près au même endroit. Et, ils doivent voilà, se mettre d'accord, interagir ensemble et ils n'ont pas du tout les mêmes passions, les mêmes intérêts. Euh, c'est vrai que il y en a une qui est enfin une sportive, je suis pas sportive, mais qui, à ce moment-là, je faisais quelques courses, et il y en a une qui fait une course qui n'aime pas son patron, voilà. Et l'écriture, parfois, ça permet aussi d'écrire ce qu'on rêve de faire, qu'on ne pourrait pas faire, qui n'est pas moral, peut-être, mais ça permet aussi de libérer. Euh, et donc voilà. Donc il y a aussi, je rajouterai juste, après je termine, dans le café des auteurs, il y a aussi le fait que c'est quand même une discipline. Écrire, on se dit, j'écris d'un jet et puis voilà, au premier jet, je le publie et c'est fini. Je ne sais même pas si Amélie Nothomb, etc., font comme ça. Je ne pense pas. Bernard Werber, il avait fait, pour les fourmis, il avait écrit 99 versions, un truc comme ça. Donc voilà, ça demande beaucoup de discipline parce que finalement, on, on se dit, je vais écrire 4 heures par semaine et puis finalement, on trouve toujours quelque chose à faire, une tâche ménagère, un, des choses qui se rajoutent dans la journée, hein, comme d'habitude. Et c'est vrai que se donner ce temps aussi pour soi, pour même si on n'écrit pas forcément, mais avancer, trouver peut-être une musique d'ambiance qui nous met dans l'ambiance. Voilà, c'est vraiment se prendre un temps pour soi. Mais Puis c'est important. justement, tu as déjà anticipé plus ou moins ma question, c'est-à-dire comment ça se passe, parce que, comme tu le dis, il y a deux images de l'écrivain. En agrandissant le prisme, il y a deux images de la personne qui va écrire. C'est-à-dire cette image où on va écrire d'un jet comme ça, l'inspiration va venir, va être extrêmement fluide. Et il y a aussi cette image de la page blanche où finalement se retrouver face à une feuille peut bloquer carrément. Mm, Euh, mm. donc, au niveau des accompagnements que tu proposes, comment ça se passe? C'est-à-dire que est-ce que tu es aussi confronté à des personnes qui souhaitent mais se retrouvent bloquées? Donc, dans ces cas-là, euh, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu transmets comme information? Parce que tu es également thérapeute énergéticienne. Donc, est-ce que tu mixes un petit peu tout ça? Mm. Et si oui, de quelle manière? Ouais, je pense que chacun a sa palette d'outils et que on est toujours amené à les utiliser, à mixer, à s'adapter. Alors, le syndrome de la page blanche, pour moi, n'existe pas vraiment. Dans le sens, je trouve que c'est un peu un mythe parce que le syndrome de la page blanche, il y a toujours une raison. Il y a une raison, c'est soit ben, on a du mal à se relâcher, on est stressé, on est bloqué physiquement finalement, et du coup on n'arrive pas à se libérer l'esprit et à écrire. Ah, Morito confirme. Et parfois il y a aussi le fait que ben
on n'a pas écrit depuis un moment et se relancer, c'est un peu compliqué ou on fait ça un petit peu trop aléatoirement. Et c'est vrai que on- je dis toujours à mes coachings que c'est vraiment un muscle, l'écriture, comme voilà, il y en a qui, si on veut faire un marathon, c'est pas le jour du marathon où on va se mettre devant l'ordinateur pendant 8 heures et puis écrire. Ça suffirait pas pour un livre, mais, mais si on veut écrire, ben, il faut se dire, alors moi j'ai eu des périodes où j'écrivais 21 heures, 22 heures, bon, bah, c'était ma période, je me mettais à voir son environnement, à voir sa façon d'écrire. Est-ce qu'on écrit sur papier ou ordinateur, ça change quand même les choses pour savoir où on peut le faire, où on va le faire. Si vraiment il y a des blocages, justement, changer d'environnement, tester une autre routine. Je parle beaucoup de routine parce que voilà, l'habitude, se mettre l'habitude d'écrire, si on veut vraiment un gros projet, faut se donner les moyens. Et, et c'est vrai qu'on est dans une société où tout va vite, voilà, on a un petit rhume, paf, on prend un truc et c'est fini. Non, ça, et souvent ça marche pas vraiment comme ça, on s'en rend compte. Et, euh, et l'écriture, c'est pareil. Si on se laisse pas du temps, si on se met pas quand même une certaine discipline, c'est un peu compliqué. Alors, après, j'ai aussi des personnes qui veulent juste regrouper un recueil de poésie euh, et qui ont déjà les poésies. Et ça prend quand même beaucoup de temps parce que parfois, ça remue. Forcément de la poésie, c'est souvent on a écrit avec le cœur, on a eu des blessures, on a des choses qui ressortent qui ne sont pas forcément joyeuses. Et le simple fait, parfois, d'être là pour accompagner la personne à ce moment-là, ça permet de débloquer, voilà, qu'est-ce qu'on va faire, la prochaine étape. Chaque semaine, on se revoit. Bon, bah, t'as fait quoi cette semaine? J'ai fait ça. On se met comme objectif autre chose pour la semaine d'après. On avance ensemble, et découvrir. Enfin, ce qui est intéressant surtout, c'est de découvrir ce que les autres font, savoir parler du projet, ça prend vie. Après, on est un petit peu obligé de le faire finalement, parce que on en a tellement parlé que on se sent un peu obligé de poursuivre. Donc, et puis ça le remet au centre des priorités, comme je disais, au lieu de se laisser, de partir dans le quotidien et de ne pas avancer assez vite. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, oui, tu as répondu. De toute façon, comme à chaque fois, je mettrai. Oh, il peut faire du bruit, il a le droit de vivre aussi Oh, ça fait un peu il prudent. a le droit d'interagir également. C'est également son moment à lui. Donc voilà, comme je disais, comme à chaque fois, je mets toutes les informations en barre de description. On va revenir aussi à toi, comment toi tu y es venu, parce que tu accompagnes les personnes, ok, mais tu es aussi auteur. Tu as commencé à publier sous le nom, si je ne fais pas d'erreur, de Tristana Erato. Alors pourquoi Tristana Erato déjà? Est-ce que Oh tu peux le là dire? là là là. D'où ça vient? D'où ça vient? Parce que bon, quand on me dit Tristana, j'entends une chanson un petit peu derrière. Est-ce que c'est ça ou pas? Et Tristana Erato, eh bien, comme tu l'as deviné, Tristana, j'étais une fan d'une certaine chanteuse de On peut la Mylène Farmer. nommer, hein, on peut la nommer. Là, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être pour les plus jeunes, Oui. Mylène Farmer, Non, c'était dans les fins des années 80, début 90, Tristana. ouais, tout à fait. Et jusqu'à très peu, j'étais très fan. Et puis, euh, Erato, c'est pour la déesse des élégies dans les filles enfin les muses, les 9 muses, filles de Mnémosyne et de Jupiter. J'espère que je dis pas de bêtises. Et du coup, j'avais trouvé ce pseudonyme quand j'étais jeune, parce que depuis mes 14 ans, je rêve d'écrire un livre. Et quand j'ai publié, du coup, ça me paraissait normal d'utiliser ce pseudonyme. J'avais le premier, là, Les gens, c'est pire que des personnes. J'avais, je pense, 20, 21 ans. Donc, voilà, un pseudonyme
pour écrire et puis un petit peu plus joli, en consonance. Et quand j'ai écrit Comment écrire son autobiographie, et là, le dernier, Comment écrire ses demandes à l'univers, là, par contre, je me suis dit, c'est pas possible de mettre un pseudonyme, en plus, peut-être ne me correspond plus, mais je trouvais que c'était plus, enfin voilà, c'est plus une fiction. Moi, c'est plus fictif, donc pourquoi prendre un personnage fictif? Bon, en plus, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la dernière vidéo que tu avais fait, c'était sur les surnoms, les petits noms aussi qu'on donne. Alors, les pseudonymes, je me suis pas posé la question, je me suis pas encore penchée sur le sujet. Mais bon, du coup, non, j'ai repris mon nom, mon vrai nom. Donc, ton vrai nom, Marina Zellar. Aujourd'hui, on peut te trouver un petit peu partout au niveau des parutions. Tu as commencé par le domaine du roman, là tu t'attaques un petit peu plus au domaine spirituel. Mm. C'est ton parcours personnel qui t'a amené là vers ce nouveau cheminement et aussi une affirmation de ton identité. Oui, oui, c'est vrai. Euh, alors, la dernière fois, on m'a demandé comment ça t'est venu d'écrire là-dessus. Et puis, c'est vrai que c'est quand même un sujet particulier. Donc là, écrire ses demandes à l'univers, c'est vrai que c'est peut-être pour ne pas dire prière, parce que je voulais pas que ça soit religieux. Je parle des archanges, des guides, des aïeux, même aussi d'objets qu'on peut utiliser. Et c'est vrai que ben, j'étais un peu obligée de parler de moi et de ce que moi je pouvais faire juste à titre d'exemple, même si voilà, je parle vraiment de tout, de, de m'être ascensionné d'archange, parce que je veux que même si ça ne me parle pas toujours, ben, je veux que tout le monde puisse s'y retrouver dans le livre. Mais je parle de religion aussi. Et dedans, dans mon introduction, j'explique aussi pourquoi j'en suis arrivée là, parce que après 2020, moi, ça m'a vraiment fait une cassure, je pense, comme beaucoup de gens, et d'un coup, comme si je devais tout revoir, tout refaire, voir la vie autrement, totalement. Je me faisais un métier qui me plaisait pas du tout. Je déteste le téléphone, j'ai été télévendeuse pendant 10 ans. Donc, à un moment, il faut quand même, voilà, on fait ça 8 heures par jour, il faut revenir à l'essentiel. Euh, si on, voilà, enfin, travailler, pour moi, maintenant, aujourd'hui, je vois plus du tout de la même façon. Aujourd'hui, pour moi, j'ai même pas de travail parce que je fais plusieurs petites activités mis bout à bout. Donc, c'est pas un travail 8 heures, 21 heures. Je travaille le week-end, je travaille les jours fériés, je travaille en vacances, mais c'est pas du travail, donc forcément ça se vit autrement. Je prends toujours du plaisir à ce que je fais. Les soins énergétiques, c'est pareil, c'est des choses. Faut être, je dis toujours qu'il faut quand même être à au moins 90% de forme pour faire quelque chose, pour accompagner quelqu'un, sinon, ça n'a pas de sens. Et du coup, je me donne le droit de refuser, de repousser, voilà, de faire ça dans l'urgence s'il le faut. Mais du coup, voilà, je peux m'adapter vraiment beaucoup aux demandes et je trouvais ça important d'amener ça aussi dans les ateliers d'écriture. C'est pour ça que j'ai aussi quelques ateliers d'écriture où vraiment je parle des chakras, je fais ça sur les couleurs, parce que parfois c'est plus facile de parler de couleurs. Euh, et puis sur la guérison, sur les pierres, voilà, tout ce domaine qui m'intéresse et qui est dans le dernier livre. Et pour rebondir sur ta question, c'est vrai que c'est un domaine un peu plus spirituel. Et voilà, quand on est auteur, moi je dis toujours, il faut faire sa promotion le plus vite possible. En parler autour de soi, s'affirmer, prendre confiance en soi. Je suis auteur, je suis en train d'écrire, je vais terminer cette année mon premier livre pour se mettre la pression, pour y arriver, pour se donner un petit peu de discipline. Et puis, ça fait, ça, ça nourrit la personne, ça lui donne envie d'avancer.
Et ça, ça fait que l'entourage va peut-être aussi se dire, ah ben c'est quelque chose d'important pour elle, je vais lui laisser l'espace, elle a besoin d'une heure par jour, ben, je vais la laisser tranquille, cette heure-là pour qu'elle puisse écrire. Et du coup, moi aussi, hein, dans mon entourage, j'en parle à chaque fois que j'ai un projet. Et ce projet-là, j'avoue que c'était un peu plus compliqué d'en parler, de mettre en avant, de dire j'ai écrit sur ce domaine-là. Tout le monde m'a dit, mais Marine, pourquoi ce domaine-là? Comment ça se fait? Je ne savais pas. Je ne te voyais pas dans cette dimension un peu plus spirituelle, comme tu dis. Et, euh, et c'est pour ça que voilà, je m'en explique. Mais ce livre, je l'ai un peu écrit. Je, J'avais un projet sur les prières, un projet sur les passions. Et c'est celui-là qui a pris le dessus, mais j'avoue que des fois je me dis pourquoi je l'ai écrit. Je ne sais pas trop, mais c'était vraiment un besoin sur le moment que les gens utilisent, on en revient comme aux ateliers d'écriture, qu'ils utilisent leurs propres mots et pas des prières qui sont écrites ou Moi, des fois, on me lit une prière. Une fois, j'ai fait un voyage, une initiation dans les annales akashiques et la personne a récité une prière. Et il y a des mots, ça m'a crispé. Enfin, de toute façon, le corps réagit toujours. Donc, moi, ça m'a crispé la mâchoire ou ça m'a raidi. Et je suis pour que les gens utilisent leurs propres mots, qu'ils écrivent leurs propres prières ou leurs propres demandes à l'univers, qu'ils le fassent vraiment avec leurs propres mots. Je trouve ça hyper important. Tout le livre. Oui, je te rejoins amplement là-dessus. C'est vrai que pour ma part, les personnes que j'accompagne, je leur conseille vivement. Alors, je ne suis pas auteur, je ne suis pas coach d'écriture, rien de tout ça. Mais c'est vrai que j'ai tendance à conseiller vivement à toute personne de se formuler avec ses propres mots, que ce soit dans des démarches de FT, dans des démarches de méditation ou d'auto-hypnose, et de ne pas justement se fier à quelque chose qui est des mots extérieurs et qui ne résonnent pas forcément à l'intérieur. Ce que tu décris est très juste, parce que c'est ça, c'est faut que ça parle à l'intérieur. Faut que ça parle à Mm. l'intérieur et puis les mots du voisin, les mots du praticien ou les mots du professionnel ou du livre ne vibrent pas forcément par rapport aux valeurs individuelles, aux pensées, aux connaissances, au dictionnaire mental que l'on a tous. On a tous un dictionnaire mental dans nos vécus. Et des fois, il y a des mots qui ne résonnent pas en fonction des religions ou des non-religions, etc. Donc, c'est très juste de ta part de pouvoir encore une fois le soulever dans tes accompagnements. Et c'est vrai que par le biais de l'écriture, ça reste aussi un outil de transfert qui est indispensable dans ce qu'on va connoter aujourd'hui très largement le mieux-être. Hein, Mm. c'est très... Et justement, est-ce que écrire peut être inséré même si, comme tu l'as dit, tu n'es pas fan de cases et personnellement moi non plus, mais est-ce que l'écriture ou du moins la démarche d'écriture peut être insérée? Alors, j'ai la petite réponse dans ma tête, mais je veux la tienne aussi. Est-ce que ça peut être inséré dans cette case du mieux-être, bien-être, néo-bien-être, comme on peut les appeler aujourd'hui, selon toi? Mm. Oui, oui, parce que forcément, comme j'utilise aussi en guérison, etc. Mais c'est vrai que la première fois, je faisais pas encore d'ateliers enfin, je faisais aucun travail sur l'écriture avec des groupes, euh, ni en personne. Et les premières fois où j'ai fait bon, du magnétisme, du Reiki, voilà, euh, la personne m'avait parlé de soucis d'estomac. Ayant des soucis d'estomac aussi, je peux souvent voir jusqu'où ça amène. Et puis bah, l'écriture, des fois, il y a des mots on a du mal à sortir, on est un petit peu pris à la gorge, on est un petit peu bloqué ici. Écrire, ça, c'est intime, c'est soi-même avec soi-même, c'est notre bulle à nous. On peut le faire vraiment un petit journal intime. On n'a pas besoin de plus. Moi, j'ai un journal intime. Alors, j'écris, je crois, 4 fois dans l'année dedans, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un endroit où on peut relâcher, se relâcher, écrire.
ce qui nous vient par la tête sans se mettre de barrières, de croyances, de choses. Il y a personne qui va relire derrière. Donc, je trouve ça important de se laisser aussi lâcher, écrire. Euh, Après, il y a des personnes qui ont le blocage peut-être de l'écriture, de ah moi je sais pas écrire, je fais des fautes d'orthographe. Alors souvent je dis déjà moi j'en fais beaucoup. J'ai une une correctrice qui repasse derrière moi très souvent parce que j'en fais aussi. C'est pas un problème. Euh, mais des fois, c'est vrai que l'écriture, ça peut bloquer. Il y a des personnes qui n'écrivent jamais et qui, du coup, quand ils veulent s'y mettre, bon, c'est un petit peu compliqué. Alors, je reviens toujours, l'habitude, voilà, reprendre les bonnes habitudes d'écrire, ça fluidifie, hein. Moi, voilà, j'ai quelqu'un qui lit tous mes livres et qui m'a encore dit, là, il y a quelques jours, bon, bah, je viens de terminer le dernier, Marine, c'était encore plus fluide que le précédent. Et il me dit à chaque fois ça. Donc, c'est vraiment, le style, c'est une question d'habitude. Mais les personnes qui n'aiment pas écrire, qui ne veulent pas écrire, je peux le comprendre aussi. Euh, et là, je suis sur un projet de livre que je pense que je vais faire aussi en vidéo, qui sera assez gros, sur la confiance en soi. Et pareil, en fait, j'insère beaucoup pas ateliers, mais exercices d'écriture, du coup, où je détaille, voilà, vous allez m'écrire, vous êtes dans une pièce, comme ci, comme ça, vous allez écrire sur ça, sur ça. Et je dis toujours dans ce que j'écris que les personnes, si elles veulent faire une visualisation, ça passe par là, ça peut passer par là aussi. Si c'est une peinture, si c'est un dessin, ça, même un jeu, je ne connais pas grand-chose. Je connais les Sims, Minecraft ou les choses comme ça. Si c'est un jeu de construction, de je sais pas quoi, pas de problème. On peut être très inventif, faire, voilà, dans son domaine, utiliser les outils qu'on a l'habitude d'utiliser. Moi, ça me choque pas. Mais l'écriture, finalement, ça part toujours d'un point. Finalement, tout le monde dit, je sais pas visualiser un camion rouge. À quoi tu penses? Bon, bah, tu penses à un camion rouge, point. T'aurais jamais dû dire Euh, camion rouge. Maintenant, tout le monde va avoir des camions rouges partout. voilà, éléphant rose. Voilà, l'éléphant rose, voilà, c'est important. Non, la visualisation, ce n'est pas que. On a tendance, quand tu parles de visualisation, je fais vraiment une parenthèse parce que c'est Oui, important. oui, vas-y, Quand tout on, à fait. quand on parle de visualisation, on a tendance à se dire, oui, on voit quelque chose de très net dans son subconscient, c'est limite en 3, 5 dimensions dans son subconscient, on a tous les prismes, on a tous les solides de Platon dans la tête. Non, c'est pas ça la visu. Ça peut, je dis Mm. pas. Ça peut. Dans ces cas-là, c'est aussi une image médiumnique qui peut aussi être informée. Mais la visualisation, c'est arriver à déjà penser une image et ce fameux camion rouge que tout le monde va avoir partout après cette vidéo, va rechercher partout. Quand j'étais petite, c'était les 2 chevaux verts. Je sais pas si non, Ah, t'es peut-être pas de la même génération, mais nous, c'était les 2 chevaux verts. On faisait ça en partant en vacances. Et ah oui, on raconte notre vie sur Internet en fait. C'est ça. c'est ça. Mais c'était juste la parenthèse par rapport à la visualisation parce que, encore une fois, ce regard sur de quelle manière on visualise, on conscientise la visualisation, c'est très peu expliqué finalement. Le mot Oui, visualisation, il est transmis partout depuis quelques années maintenant, mais ça peut mettre aussi à défaut quelqu'un et générer un blocage, que ce soit par rapport à l'écriture, au côté artistique ou la vie quotidienne. tout à fait. Et surtout que visualisation, pour moi, ça perd. On devrait trouver un autre mot parce que voilà, quand on fait des soins énergétiques à distance, quand on fait une communication, que ce soit avec un animal ou voilà, euh, quand on fait une balade dans les zones akashiques, par exemple, enfin, la visualisation, pour moi, j'étais très bloquée au début quand j'ai été formée pour les soins à distance, j'étais très bloquée pour ça, visualisation. Alors, ça m'arrivait de voir des choses, d'avoir des flashs, d'avoir des couleurs. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était pas ça mon sens premier. Moi, c'est soit l'odorat, soit le toucher.
Donc après, il fallait mixer tout ça, mais on peut avoir par exemple, des odeurs de fumée alors qu'il n'y a pas de fumée. On peut avoir, euh, il y a l'odorat, il y a les cinq sens. Les cinq sens, c'est quelque chose que j'adore travailler en atelier d'écriture parce que je trouve ça tellement important quand on parle de Madeleine de Proust. Il y a l'idée de l'enfance, il y a l'idée de croquer le goût, l'odeur, enfin, il y a tout qui revient. Donc, c'est pas visuel, c'est pas une image de quelqu'un qui croque dans une, je trouve que c'est vraiment visualisation. On devrait trouver un mot beaucoup plus large que ça, quoi. Ça me bloque toujours. Et comme tu dis, ça peut faire des blocages. Les gens se disent, ah non, 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 je sais pas visualiser, je sais pas faire, je sais pas faire. Et ils bloquent tout de suite. Et l'écriture, il y a aussi cette idée, quand on parle de syndrome de la page blanche ou de choses comme ça, souvent, c'est qu'il y a un blocage euh, qui est sur ce qu'on est en train d'écrire, qui est parce qu'on parle de dialogue et qu'on se dit, ah oui, mais c'est un dialogue, je sais pas faire, ou une scène de combat, je sais pas écrire de scène de combat, alors on se bloque, on se bloque nous-mêmes. Toujours le problème des croyances limitantes, hein, finalement, de se dire, je ne sais pas faire tout de suite, ben forcément, après, c'est compliqué d'aller au-delà de ça et c'est important de casser toutes ces images, ces blocages tout de suite, hein, pour pas s'en créer de nouveau surtout. C'est exactement ça, c'est pouvoir arriver à ne pas s'imposer des blocages parce que finalement on se les impose dans nos croyances, dans ce que l'on va recevoir comme informatif. Et c'est là où c'est important d'avoir un accompagnement adéquat par rapport à nos besoins aussi, parce que comme tu l'as dit, nous ne sommes pas tous pareils par rapport à nos ressentis. Nous avons, en effet, il va y avoir des personnes visuelles pour qui ça va être beaucoup plus facile. Il va y avoir des personnes auditives, il va y avoir des personnes kinesthésiques, pardon, olfactives, sensorielles. Tout va dépendre de ce sens qui va être le plus sensible et comme tu le dis aussi, dans les ateliers, ça peut être important de pouvoir sensibiliser l'individu, l'être, pour repérer un petit peu ce petit fil vers lequel il est plus facile de s'orienter. Tout à fait. Et je rebondis, je pense à quelque chose aussi, c'est que en fait, dans mon parcours scolaire, j'ai fait un DUT Infocom, option métier du livre. Il n'y en avait pas beaucoup. Mais d'où moi aussi voilà le fait de savoir s'auto-éditer, etc. Mais j'avais une professeure en écrit, oral professionnel ou des ateliers d'écriture, hein. Mais c'est vrai que souvent on se fixe, voilà, il faut écrire 300 mots, il faut pas utiliser le verbe être, le verbe avoir, le verbe pouvoir. Tu vois, on a tendance alors à se mettre beaucoup de, de règles, ce qui est très bien, parce que parfois, c'est ce qui va nous débloquer dans l'écriture. Des fois, les personnes, plus on leur donne des règles, plus ben, au moins elles savent ce qu'elles doivent écrire. C'est plus facile. Euh, et parfois, débloquer aussi en atelier d'écriture, de dire, vous pouvez aussi aller plus loin ou faire autrement. Et la poésie, ben, pourquoi vous ne feriez pas un dessin en même temps? C'est possible, tout est possible. Il y a tu vois, comme on dit on dit visualisation et puis en fait il y a odorat, il y a beaucoup de choses à côté. L'écriture, c'est pareil, on peut avoir quelque chose de très limitatif où il faut aller dans une petite case et puis on peut aussi faire quelque chose de très créatif. Mais il y a des personnes qui vont aller dans le très créatif et il y aura pas de problème. Des personnes, je pense à une personne qui est peintre et qui vient de temps en temps aux ateliers et faut, faut la restreindre un petit peu parce que sinon ça part vraiment dans tous les sens. Et puis il y a des personnes qui se mettent la barrière, je ne sais pas écrire, et là il faut peut-être guider un petit peu et aider tout doucement à ouvrir ce champ dans le créatif. Euh, mais mais c'est vrai que on est des êtres on apprend
tout ce qui est possible de faire. On nous a toujours dit qu'on devait faire métro, boulot, dodo et être dans notre petite case. Et aujourd'hui, depuis 2020, je crois que tout le monde s'ouvre et découvre des choses et commence à en parler. C'est magnifique de voir que waouh, on peut faire tout ça en fait. On nous a limités et aujourd'hui, on se dit waouh, on peut faire tellement de choses si on se met pas autant de barrières que ça. Enfin, c'est génial. J'ai fait un salon pour promouvoir mon livre il y a quelques semaines déjà. Donc j'ai fait un salon il y a là en tout début de mois et pour promouvoir les ateliers d'écriture, mes livres. Et je trouvais ça super intéressant parce que en face de moi, il y avait un monsieur qui utilisait la sonothérapie. À côté de moi, il y avait Pourtant, c'était un salon bien-être beau, bon bien-être. Donc il y avait un boulanger, il y avait une brasserie, il y avait ben, des pierres, des vêtements, il y avait un peu de tout. Et en face de moi, un monsieur qui faisait de la sonothérapie et à côté de moi, une hypnothérapeute. Et c'est vrai que moi, je suis un petit peu, bon, un petit peu, comme ça ne se voit pas. Mais en vrai, je suis peut-être un petit peu plus réservée, un peu plus timide. Le stéréotype de l'auteur qui est dans sa grotte, un petit peu, qui a du mal parfois à s'extérioriser. Mais ça va mieux, de mieux en mieux depuis que je fais des vidéos. Ça fait travailler. Et tu confirmes? Et Je confirme, à mais côté de moi, encore, donc moi, il y avait. voilà, je coupe encore une fois. Je Vas-y, confirme ce que vas-y. tu dis dans le fait de faire des vidéos, ça fait travailler l'expression vers l'extérieur. Le seul avantage que moi j'ai, c'est que je ne parle pas toute seule face à une caméra. Je n'ai pas encore franchi ce palier-là. Et je profite aussi de cette parenthèse pour applaudir, pour t'applaudir, pour applaudir tous ceux qui le font, qui parlent seuls face à une caméra, parce que c'est un vrai boulot. Un vrai challenge avec soi-même. Et comme tu le dis, c'est pas facile. Très souvent, ce sont des personnes qui ont tendance à être en retrait et qui donnent beaucoup d'énergie. Donc vraiment, je profite de ce moment-là pour t'applaudir et applaudir toutes les personnes qui le font. Parce que c'est facile de tirer à boulet rouge sur des personnes qui passent de ce côté de la caméra, mais c'est un vrai challenge. Et vraiment, bravo à toi et bravo à tous. Ça, je referme la parenthèse. Merci beaucoup. Mais tu vois, tu le fais d'une autre façon, hein, mais c'est facile alors, c'est facile parce que j'ai mon perroquet. On n'imagine pas l'énergie que ça donne de l'avoir une présence voilà. Et puis je suis aussi très dans l'humour, donc j'ai pas de problème à rigoler de moi et à me faire moi-même des blagues, même si c'est pour déstresser, de me faire une petite blague pour commencer, faire une grimace devant la caméra. Voilà, si ça peut aider des personnes, mais c'est vrai que dédramatiser aussi, de se dire bon ben je, on pourrait se croiser dans la rue, donc voilà, c'est dédramatiser le fait de faire des vidéos. Mais ouais, donc voilà, donc je parlais du salon, qui est difficile de se mettre en avant et de choper c'est vrai, c'est ça, c'est choper les passants pour qu'ils viennent. J'avais dit, si je fais un salon, je me mets vraiment, je parle à tout le monde, même si c'est pour dire, attention, ton lacet est défait, votre lacet est défait, monsieur, même si c'est pas vrai. Je m'étais vraiment fixée de parler. Et en fait, bon, c'était un peu plus compliqué. J'arrivais à dire bonjour, mais réussir à trouver un point, quelque chose pour attirer les gens, euh, à part mon grand sourire, voilà, c'était un petit peu plus compliqué. Mais à côté de moi, j'avais une hypnothérapeute qui avait vraiment l'habitude et l'énergie. J'étais très waouh. Je regardais, je me disais, mais comment tu fais pour avoir autant d'énergie, toujours savoir répéter, dire ce que tu fais, expliquer. Et j'étais très agréablement surprise, c'est que la plupart du temps, elle avait cette accroche de dire, je fais de l'hypnose, alors transpersonnelle. J'espère que je le dis bien. Euh, est-ce que vous connaissez? Ah, vous connaissez l'hypnose, mais est-ce que vous connaissez cette hypnose-là?
et de partir sur ce domaine-là, finalement, je me rendais compte que c'était des personnes lambda qu'on peut croiser dans la rue. C'était pas un salon spiritualité, voilà, avec le panneau hypnose ou quelque chose comme ça. Et en fait, la plupart des personnes disaient oui, et la plupart des personnes disaient j'ai déjà fait. J'ai déjà été voir un hypnothérapeute, j'ai déjà fait une session d'hypnose pour aller dans une vie antérieure, j'ai déjà fait. Et je suis toujours impressionnée. Alors, parce que quand on croise dans la rue, quand on parle aux gens de ce domaine-là, des fois, les personnes nous mettent un peu dans une case ou nous, voilà, ah, qu'est-ce qu'elle fait? Et, hum, et en fait, finalement, je trouve que c'est vraiment, ça devient de plus en plus accessible et ouvert et on en parle de plus en plus et je trouve ça vraiment génial d'ouvrir le champ des possibles comme ça. On va revenir un petit peu à l'écriture. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir un prérequis, une connaissance déjà préétablie, parce que tu parlais déjà par rapport à tes études, par rapport à ta formation littéraire. Quand une personne souhaite développer des capacités d'auteur, pas forcément d'auteur à éditer, mais au moins pouvoir écrire pour soi. Est-ce qu'il est Mm, nécessaire d'avoir un prérequis? Tu parlais tout à l'heure que au niveau des fautes d'orthographe, en effet, oui, nous en faisons tous, hein. C'est aussi dédramatiser un petit peu tout ça. mm, mm, Nous avons encore la chance d'avoir une intelligence humaine et faillible. mm, mm. Même artificiel, très faillible aussi, hein. Si certains utilisent ChatGPT pour ne pas le nommer, il fait énormément de fautes, énormément d'erreurs, donc il n'y a pas de problème, hein. On est tous au même. Bon, en dehors de la perception des fautes d'orthographe ou des Oui. fautes de langage peut-être aussi, est-ce qu'il est important d'avoir des prérequis, des connaissances un petit peu de structuration littéraire ou au contraire, dans ton approche, tu vas préconiser une espèce d'ouverture totale sans cadre forcément préétabli? Ben, c'est une question qui revient très, très, très souvent. Et pour moi, le seul prérequis, le, la, la seule chose, c'est avoir l'envie. Parce que on a envie d'écrire, et bien, faut y aller. Si, en plus, si c'est que pour soi, enfin, il n'y a aucune raison, tu vois, de se limiter. Si c'est que pour nous. Euh, moi, je rencontre beaucoup de personnes, d'où l'écriture sur l'autobiographie, qui veulent laisser un témoignage pour leurs petits-enfants ou des choses. euh, voilà, sur ta chaîne, on parle de psychogénéalogie. Euh, laisser un témoignage, laisser une trace, quelque chose. Euh, moi, en décodage de vie, on fait aussi ce qu'on appelle un, un petit questionnaire, voilà, où on donne les informations et ce dossier, on peut le transmettre à notre enfant pour qu'il ait une base. Bon, je trouve que c'est une super idée comme les, ah, enfin, quand on fait en systémique et familial, les constellations systémiques et familiales, des fois, il nous manque des données, c'est compliqué. Faire de la psychogénéalogie, des fois, c'est compliqué. Bon, même le dire, c'est compliqué. Donc, c'est vrai que ce travail de faire une recherche, de poser les questions, des fois, ça nous bloque. Avoir cette histoire de vie, moi, ça me passionne toujours. Quand j'ai écrit sur l'autobiographie, j'ai écrit dedans que pour moi, c'était hyper toute vie mérite d'être racontée et tout parcours est tellement intéressant. Si tu interviewes des personnes, je pense que c'est que tu rejoins un petit peu cette idée aussi, c'est que tout le monde a un parcours, des expériences. Il y a pas une vie pareille. C'est ça qui est génial, c'est de pouvoir découvrir même qu'est-ce qui les passionne, qu'est-ce qui fait qu'ils ont entrepris, qu'est-ce qui fait que ils ont survécu à tel incident, tel événement. Ça, c'est des choses qui reviennent souvent. Les personnes veulent transmettre que il s'est passé ça, mais j'ai réussi à me relever ou j'ai fait ça dans ma vie. J'ai réussi parce que je veux le transmettre, je veux transmettre à mes petits-enfants.
ou des choses qu'ils n'ont jamais su dire, su raconter, des mémoires familiales qu'ils n'osent pas. C'est compliqué quand même il y a beaucoup de tabous dans les familles. C'est vrai que des fois, prendre un moment. Alors moi, je suis spécialiste de dire, bon, j'ai quelque chose à dire et de mettre un grand blanc dans les repas de famille, mais des fois, c'est pas facile de faire comme ça. Je peux le concevoir. Et l'écriture et laisser quelque chose, une trace, un document. Aujourd'hui, vous pouvez être libéré. Il y a quelque chose de très très facile sur Internet où on peut, je suis sûre que ça se trouve des choses où on peut envoyer à quelqu'un, je sais pas, au bout de 5 ans ou des programmes. Je suis sûre que ça peut se trouver, mais surtout on peut imprimer à la demande un exemplaire, un seul. On peut se faire sous anonymat. On peut faire un collectif qui fait plusieurs témoignages. Enfin, je veux dire, encore une fois, il n'y a pas de limitation. C'est ça qui est génial aujourd'hui. Euh, et voilà, se faire corriger si on a des fautes. Tout est possible, tout est envisageable. Et c'est vrai que voilà, pas avoir son perroquet, mais avoir son livre imprimé comme ça, de cette façon, ça coûte pas 20 euros, hein. Enfin, ça dépend de la taille, hein, mais c'est assez facile aujourd'hui. On prend son fichier Word ou son PDF, on le met sur une plateforme, elle nous sort quelque chose qu'on vérifie et on clique sur le bouton commander. Enfin, c'est très très facile. Alors, tout ce qui est mise en page, etc. On peut avoir des clés, on peut faire des recherches, mais souvent on a un modèle. Franchement, aujourd'hui, tout est fait pour que ce soit accessible. Et voilà, on l'imprime et c'est tout. On peut ne pas le partager. Donc, c'est accessible, c'est faisable. Si on a envie de le faire, témoigner pour ses petits-enfants, laisser une trace, un document, parler de sa vie, donner de l'espoir, c'est possible, c'est faisable. Témoignage de vie, ok. Tu en as mis en place, déjà, tu en as mis en édition toi-même dans tes écrits, mais tu as également parlé de vampires. Donc là, tu vas pas trop me parler de témoignage de vie. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Ne me dis pas que tu as croisé un vampire pendant la nuit. C'est possible, c'est possible. Je Ah, ne mets aucune négation, mais pas tout le monde n'en fait des romans non plus. ouais, ben euh, le premier, je voulais quelque chose d'assez léger, même si j'adore les thrillers. Et c'est vrai que du coup, ben, on a tendance aussi à aller vers vers ce qu'on lit, vers ce qu'on aime. Et je lisais beaucoup de choses plutôt noires, plutôt thrillers. Après, j'ai sorti un recueil de poésie. Donc là aussi, c'est pour ça aussi, je pense que j'ai des personnes qui viennent souvent me poser la question comment on fait. Et puis après, donc il y a eu le sang par le sang qui traite un peu de vampires. C'était avant 2020 et surtout j'avais fait beaucoup de recherches. C'était la période où il y avait les séries Diaries, je vais mal le dire, j'allais dire à la Ouais, française. c'était l'époque qui voulait ça. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que ça me passionnait, toute cette littérature dessus, et je voulais me renseigner. Et du coup, j'avais fait beaucoup de recherches sur ce qui avait existé, des témoignages de personnes qu'on avait enterrées, qui avaient les cheveux qui continuaient à pousser, enfin, des choses, voilà, des choses. Et ça m'a nourri, ça m'a inspiré, et je me suis dit, ah, je vais en faire une histoire. Et c'est parti de là, tout simplement. J'avais envie d'écrire, j'avais pas de sujet de prédilection. Euh, et pour participer à un concours, j'avais écrit aussi une histoire sur les sorcières. Donc voilà, pour participer à un concours, je me suis dit que c'était un projet que je mettais en suspens, que peut-être je retravaillerai un peu plus si je veux l'éditer un jour. Mais c'est super intéressant de voir les domaines de prédilection des personnes. Alors je dis souvent dans ce qu'on lit, parfois pas du tout, mais c'est vrai que souvent ça se retrouve et surtout
tu vois, cette idée de tout ce qui est vie antérieure, tout ce qui est mémoire de lieu, c'est des choses qui parfois reviennent de façon enfin, moi j'en souris beaucoup parce que je vois les gens écrire et qui me parlent d'un château et puis ils font toute une histoire sur des problèmes de temps, de lieu et de mémoire. Et, euh, et quand ils font des recherches, ils retrouvent des choses qui correspondent un peu, ou voilà. Et on se dit, alors, est-ce que ça a pu exister? Est-ce qu'on raconte notre vision d'une histoire d'il y a quelques décennies? On peut jamais savoir, mais c'est vrai que, enfin, à part faire des recherches, mais je veux dire, c'est vrai que c'est intéressant ce qui ressort par l'écriture des fois. C'est toujours, je suis toujours bluffée de toute façon. Là, on a gagné j'ai voulu faire des ateliers d'écriture sur la poésie parce que j'avais vu un concours d'écriture et il y a un enfant de 10 ans qui me dit, ben, lui, je le gardais et je lui dis, tu préfères faire tes devoirs ou faire un atelier d'écriture? Et il a quand même préféré l'atelier d'écriture. Et il s'est lancé, il a écrit une poésie, on a participé au concours. Et alors, je suis dans les finalistes, mais lui est sur le podium des jeunes, euh, des jeunes auteurs sur quelque chose quand même qui est international, hein, où il y a une sélection par pays, une sélection auteur de poésie et une sélection jeune. Sachant qu'il a 10 ans, c'est vrai que c'était quand même une grande fierté qu'il soit dans les finalistes. Et voilà, quels sont les prérequis? Ben, un enfant de 10 ans, il se demande pas s'il y a des prérequis, il se lance. Et voilà ce que ça donne, hein. C'est ça qui est magnifique, c'est que souvent, c'est les barrières qu'on se met pour écrire, les prérequis, j'y arrive pas, souvent, c'est nos propres barrières finalement. Et c'est là où c'est magnifique parce que, comme tu le dis, un enfant de 10 ans ne se met pas de prérequis, ne se met pas de barrières, il y va. Et tu as abordé la poésie. Est-ce que justement, ça fait partie des sujets de prédilection dans les ateliers d'écriture ou dans les cercles d'écriture? Parce que on a tendance à souvent faire ce raccourci-là, euh, poésie, poème, au moins déjà une première approche de l'écriture Mm. par ce biais-là. Oui, oui. Bah, alors, moi, je trouve que, bah, comme je disais, tu sais, le fait de se mettre des barrières, des fois, les personnes ont besoin justement qu'on structure pour avancer plus facilement. Et la poésie, souvent, je trouve que c'est une première approche qui peut être facile et qui utilise les sons, donc l'ouïe, qui revient beaucoup, les cinq sens qu'on peut utiliser beaucoup. Ça, c'était mon recueil de poésie. J'aimerais bien en sortir un autre, mais il faut que j'étoffe. Euh, mais c'est dans les ateliers d'écriture, j'ai une personne qui a on dira comme on veut, don, talent, mais qui écrit vraiment. À chaque fois, je suis assez presque émue aux larmes. Enfin, ça m'est déjà arrivé, voilà, de waouh, parce que ça me touchait dans mon histoire personnelle, hein, forcément. Mais euh, il y a c'est vrai que la poésie. Pareil, il y en a qui me disent la poésie, c'est 12 pieds. Alors oui, on peut écrire comme ça, mais il y a aussi de la prose. Et alors là, quand je leur parle de Verlaine, de Rimbaud, que, et que je leur montre les calligraphies, les choses, ah bon, on peut faire tout ça? Ben oui, il n'y a pas de limite non plus. On se met toujours des barrières pas possibles avec la poésie, alors que non, la poésie, c'est juste, pour moi, c'est entre les paroles de chansons et l'écrit. Ça a souvent une musicalité euh, et, et c'est agréable. Voilà, pour moi, il faut que ça soit quand même agréable à l'oreille. Donc c'est pour ça que je me dis que ça rejoint beaucoup la musique quand même. Quand on le lit, souvent on met une intonation particulière. Et j'ai cette personne qui écrit très très bien et qui a cette facilité, même quand je demande un texte, ben, elle va faire quelque chose de concis. Et elle va faire quelque chose qui va être peut-être un peu plus intériorisé, qui va pas décrire dans les détails. Voilà, tout le monde a son style. Il y en a qui vont aimer décrire dans les détails, il y en a qui vont ne pas aimer ça. J'ai aussi quelqu'un qui vient de temps en temps aux ateliers d'écriture
je sais que c'est quelqu'un qui est dans le sport, qui ne jure que par le sport, qui regarde à la télé toutes les compétitions sportives, qui, voilà. Et ben, quand il y a un blocage, c'est simple pour moi d'adapter, puis de lui dire, bah, t'as pas ressenti ça, cette émotion-là, la première fois que t'as été euh, au stade, la première fois que t'as été voir ton, ton équipe, enfin voilà, c'est ça qui est intéressant. Je fais jamais plus de 8 personnes dans le groupe parce que c'est il faut quand même pouvoir donner son temps et son énergie, pouvoir adapter quand il y a des blocages, pouvoir aider la personne à faire sortir ce qu'elle elle a besoin de sortir, mais d'adapter, je trouve ça très très important. Chaque atelier est différent et chaque atelier peut changer. Des fois, je suis partie sur, je vais faire un atelier de guérison et puis finalement, je fais un atelier qui part plutôt sur une couleur ou sur, voilà, la dernière fois, c'était sur les vacances. Ben, ils ont préféré travailler sur les vacances que sur la couleur. Bon, j'ai trouvé ça. C'est, voilà, je m'adapte. Euh, on fait comme l'énergie aussi du moment. Des fois, il pleut, ben, on a un petit peu moins l'énergie pour. Voilà, la vie, c'est comme ça. C'est pas non plus être bloqué ou pas être fermé. Donc, laisser le flux. Ce qui me fait aussi ma force peut-être, c'est que j'ai participé à de nombreux ateliers d'écriture. Là, ça fait plus d'1 an que j'en fais. Moi-même, je me suis imposé beaucoup d'exercices d'écriture. Donc, j'ai trouvé les idées, trouvé le sujet. Il y a toujours une facilité aussi à pouvoir adapter. Est-ce que la rigueur est nécessaire? Parce que depuis le début, c'est vrai que tu parles de volonté, tu parles de structure un petit peu. Ça donne vraiment cette image où on peut penser, c'est un petit peu comme tout finalement, comme même un grand sportif ou un autre style d'art, art graphique, art visuel ou toute démarche. Est-ce qu'on peut aussi rajouter cette démarche de rigueur dans la volonté de faire les choses et finalement, au début, ça va être peut-être s'imposer un rythme qui n'est pas toujours confortable jusqu'à ce que ça devienne une habitude? Mm, mm. Bah, moi, je vois les choses comme ça la plupart du temps. Après, dans les auteurs, si on regarde, il y a des auteurs qui ont écrit en 3 jours. Il y a pas Alors, est-ce qu'ils ont écrit un premier jet en 3 jours et qu'après ils l'ont retravaillé? Est-ce que, voilà, moi j'ai participé au NaNoWriMo, c'est un concours où tu as 30 jours pour écrire un livre. Bah, il y a des personnes qui retravaillent pendant 1 an ou 2 ans après cette première version. Ils travaillent pendant 2 ans pour pouvoir le sortir. C'est pas une question de temps. Mais il y a des grands auteurs, hein, si on regarde Virginie enfin, j'ai toujours peur de mal prononcer, Despentes ou Despantes, et je retrouve plus son nom, L'amour dure 3 ans, Frédéric Beigbeder, c'est pareil, il écrit, alors peut-être qu'il utilise des substances pour faciliter, mais nous resterons évasifs là-dessus. Mais c'est vrai que voilà, pas se mettre de barrière, des fois aussi, ça permet d'écrire et d'écrire de façon plus fluide. Après, ils ont peut-être aussi un parcours d'écriture derrière. Moi, ce que je remarque souvent, c'est le temps. Les personnes ne, ne se prennent pas du temps pour eux, ne se bloquent pas cette période de temps pour écrire. Et j'avais une prof de français en 6e qui disait, quand on disait, Madame, j'ai pas eu le temps ce week-end, elle nous disait toujours, tu n'as pas eu le temps ou tu n'as pas pris le temps. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait... des fois, on a des phrases comme ça dans notre vie qui nous marquent. Et c'est vrai que si on veut faire quelque chose, c'est pas en attendant, le stylo va pas se redresser tout seul et écrire ou voilà, ça va pas s'écrire. Je connais des personnes qui ont ce blocage avec l'écriture et qui vont faire avec un dictaphone. Aujourd'hui, on a là, des possibilités de, de, de lire et que l'ordinateur tape. Il y a d'ailleurs, c'est quoi je retrouve plus le nom du livre, mais le scaphandrier,
Une personne qui pouvait écrire et qui était bloquée dans un lit d'hôpital, paralysée, et qui a écrit son livre en clignant des yeux. Euh, Cligner des yeux pour dire les lettres à la personne, pour pouvoir écrire. Enfin, c'est c'est accessible, c'est faisable, c'est ouvert à tout le monde, à n'importe qui, c'est faisable. Le ju- la seule difficulté, c'est de s'y mettre, de, de se lancer. Alors oui, d'avoir peut-être l'idée si c'est pas le récit d'une vie, mais, euh, mais c'est faisable. Pour terminer cet échange, parce que c'est vrai que le temps défile, même si on ne s'en rend pas compte, pour terminer, qu'est-ce que tu pourrais apporter comme conseil aux personnes qui souhaiteraient voilà, se lancer dans un projet, qui ont la sensation d'avoir des blocages, mais qui ont cette envie, cet instinct de vouloir partager quelque chose? Quels pourraient être le ou les conseils que tu pourrais apporter là en quelques mots? Participer aux ateliers d'écriture. Non, c'est vrai que l'énergie de groupe fait que l'énergie de groupe et le fait de se dire, alors je l'ai fait en visio parce que j'ai eu des personnes de Suisse, de Belgique, de Paris, enfin voilà, mais j'en fais sur l'île, mais aussi en visio. Et c'est puisque voilà, tout est accessible aujourd'hui. On peut y aller, on peut se lancer. Donc vous pouvez trouver peut-être par chez vous des personnes qui sont intéressées aussi. L'énergie de groupe, de se dire, ben voilà, on se donne rendez-vous tous les samedis, ou là, on n'est pas obligé d'y aller tous les samedis, tous les 15 jours. Enfin, se donner aussi de l'espace, mais quand on se donne une horaire, un créneau horaire avec d'autres personnes, d'en parler, de dire, ah ben là, j'ai pas du tout envie d'écrire, je pense à ça. Euh, L'énergie de groupe, ça va être quelque chose qui peut aussi nous amener à avancer dans notre projet. Si c'est de l'écriture un peu plus personnelle, forcément, moi, en guérison, je vais vous parler de moments où on a des émotions très, très fortes. J'ai perdu une amie il y a peu de temps. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon premier réflexe, ben, c'était de me mettre seule. Enfin, pas mon premier, mais bon, dans la soirée, j'ai eu besoin de ce moment pour me mettre seule, pour souffler, respirer. De toute façon, dans ces moments-là, on ne sait pas lire, on ne sait pas regarder quelque chose, on sait pas, on a du mal à s'ouvrir aux autres quand on est vraiment pris par notre émotion. Et j'ai pris mon petit journal intime et puis j'ai écrit. Alors j'ai fait une petite poésie que j'ai partagée avec les personnes qui la connaissaient. C'est faire quelque chose de beau, faire un petit hommage. Et quand on a une émotion forte, même de la colère, écrire. On a mis dessus. Moi, l'exercice en atelier, l'exercice de la colère, d'écrire et après de chiffonner. J'avais fait ça avec des personnes qui voulaient se remettre à l'emploi, des ateliers d'écriture, et je leur avais fait ça. Pareil, ils étaient dans l'optique, je sais pas écrire, je sais pas faire. Et finalement, quand je suis passée derrière eux avec la poubelle pour qu'ils jettent leur écrit, j'avais dit, vous pouvez déchirer, vous pouvez mettre en boule, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ben, j'ai vu qu'il prenait un plaisir fou à le jeter dans la poubelle, à exprimer une dernière fois cette colère. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui est génial de, témoigner d'émotions, montrer des émotions. On est des humains, donc c'est normal, on a des émotions. Pas toujours les rentrer, les cacher. L'écrit, ça peut nous aider à ça et ça peut nous faire libérer, on jette et on passe à autre chose. Et, et ça, c'est génial. Pour les problèmes d'estomac, pour pas se faire d'ulcères, des choses comme ça, tout le monde réagit différemment. Tout le monde a un mot qui peut revenir différent, hein, d'autres parties du corps, mais voilà, libérer des fois, ça peut permettre de passer à côté d'un petit mot aussi dans le corps. Donc, écrivez chez vous. Votre journal intime, une feuille comme ça que vous jetez après. Louis de Funès, il écrivait sur les serviettes de table au restaurant. Vous voyez, tout est possible dans n'importe quel contexte.
Eh bien, en tout cas, merci infiniment, Marine, pour ce beau partage et cette transmission qui est la tienne. Je rappelle à tous que toute l'énergie que là que tu as proposée, tu l'as proposée également sur ta chaîne Tout va bien, Marine. Marine, tout Oui, va bien. Encore une fois, je mettrai les liens en barre de description. oui, On peut te retrouver sur ton site internet. On peut te retrouver euh, en livre chez des vendeurs, voilà, chez de grosses librairies. une grande librairie connue, Voilà, une grande librairie bien connue. Donc, je mettrai ou également me contacter, voilà, si ça me directement. Si convient pas, c'est je peux comprendre. Parce que voilà, de plus en plus, on voit beaucoup de personnes ne souhaitent pas interagir avec cette grande librairie bien connue. Oui, je peux Donc, c'est comprendre. important de pouvoir aussi trouver un autre fournisseur pour pouvoir découvrir ce que tu proposes en littérature, mais Mhm. également en atelier d'écriture. Merci beaucoup de m'avoir permis de partager ça aujourd'hui, de parler d'écriture et tu fais ça très bien, tu amènes ça très bien pour qu'on puisse parler de tous les sujets qui nous animent. Donc, c'était génial. Merci beaucoup et merci à tous de nous avoir écoutés. Encore une fois, merci Marine. Je rappelle, je ne fais que rappeler, mais c'est régulièrement important. On peut te retrouver sur ta chaîne avec toute ton énergie, avec tout ce que tu transmets, tout ce que tu partages. Tu ne parles pas que d'écriture, bien loin de là sur ta chaîne. Tu parles de bien-être, tu parles de petits trucs. Tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à transmettre. Donc, j'invite chacun à ne pas hésiter à aller consulter un petit peu tout ce que tu proposes parce que ce n'est pas que de l'écriture, c'est aussi plein de choses que l'on va mettre dans le fourre-tout néo bien-être, mais qui Ouais. finalement, ben, pris indépendamment, peut apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup à chacun. Marine, je te souhaite plein de belles choses. Je te remercie d'avoir participé à cet échange. Merci beaucoup à toi. Peut-être à très vite, peut-être à très bientôt, je l'espère. On aura peut-être l'occasion de vous proposer autre chose. Je vous souhaite à D'accord. tous plein de belles choses, plein de sourires, plein de joie, plein d'amour, plein de soleil surtout. Et on en a Oui, besoin. beaucoup, beaucoup de soleil Voilà, dans le cœur et à l'extérieur. voilà. Merci Marine, Merci. merci à tous. À très Bonne vite. journée. Au revoir.